Je suis millionnaire et j'ai été surpris par une petite fille dans la rue. Elle m'a arrêté et m'a dit « Je te connais, ta photo est dans le portefeuille de mon père. » Et j'ai été choqué par ce qu'elle a dit. Je m'appelle Victor Durand et jusqu'à il y a quelques mois, ma vie se résumait à des chiffres, des contrats et des réunions interminables. À 50 ans, j'étais le PDG respecté d'une multinationale, avec un compte en banque bien garni et un penthouse luxueux surplombant Paris. Mais malgré tout ce succès apparent, un vide persistant me rongeait de l'intérieur. Ce jour-là, comme tous les autres, je quittais mon bureau tard dans la soirée. Le ciel de Paris était teinté d'un orange crépusculaire et les rues commençaient à se vider. Je décidai de marcher un peu avant de rentrer chez moi, espérant que l'air frais dissiperait la fatigue accumulée durant cette journée interminable. Alors que je traversais le parc des Buttes-Chaumont, mon téléphone sonna. Encore un appel d'affaires, pensai-je avec lassitude. Mais en le sortant de ma poche, il m'échappa des mains et tomba sur le sol pavé. Une petite fille, qui jouait non loin de là, accourut pour le ramasser. « Tenez, monsieur, dit-elle en me tendant l'appareil avec un grand sourire. » Je la remerciai distraitement, mais alors que je m'apprêtais à reprendre mon chemin, elle s'exclama « Oh, c'est vous sur la photo ?» Intrigué, je me retournai. « Pardon ?» La petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 8 ans, pointait du doigt mon portefeuille que j'avais également sorti en cherchant mon téléphone. Une vieille photo en dépassait légèrement. « Là, sur la photo. C'est vous, non ?» insista-t-elle. Je sortis la photo, perplexe. C'était un cliché datant d'au moins 25 ans, me montrant aux côtés de mon frère cadet, Antoine. Nous n'avions pas échangé un mot depuis des années, et voir cette image me pinça le cœur. « Oui, c'est moi, » répondis-je doucement. « Mais comment le sais-tu » La petite fille sourit de plus belle. « Parce que l'autre monsieur, c'est mon papa. » Ces mots me frappèrent comme un coup de tonnerre. Mon frère avait une fille. Comment était-ce possible? Pourquoi n'en savais-je rien? « Ton papa ?» répétai-je, encore sous le choc. « Oui, il a la même photo chez nous. Il dit que c'est son grand frère, mais qu'il ne se voit plus. Ça le rend triste parfois. » Mon cœur se serra. Antoine, triste à cause de notre éloignement. Je l'avais toujours imaginé heureux de s'être débarrassé de son frère trop sérieux, trop ambitieux. « Comment t'appelles-tu » demandai-je, la voix légèrement tremblante. « Chloé » répondit-elle fièrement. « Et vous, vous êtes mon oncle Victor, c'est ça ?»« Oncle Victor. » Ces mots résonnèrent en moi, éveillant des sentiments que je croyais depuis longtemps enfouis. « Oui, Chloé, je suis ton oncle Victor. » À cet instant, une voix inquiète retentit dans le parc. « Chloé. Chloé, où es-tu » La petite fille se retourna. « Je suis là, papa. » Et c'est là que je le vis. Antoine. Mon petit frère, que je n'avais pas vu depuis si longtemps, apparut au détour d'un chemin. Il était essoufflé, visiblement inquiet, mais son visage s'illumina en voyant sa fille. Puis son regard croisa le mien, et je vis passer dans ses yeux une myriade d'émotions. Surprise, confusion, peut-être même une pointe de joie. « Victor » murmura-t-il, incrédule. « Bonjour Antoine » répondis-je, la gorge nouée. Chloé, inconsciente de la tension qui venait de s'installer, s'exclama joyeusement « Papa !» J'ai rencontré oncle Victor. Antoine s'approcha lentement, comme s'il craignait que je ne disparaisse s'il faisait un mouvement trop brusque. « Je vois ça, ma puce », dit-il doucement, sans me quitter des yeux. Nous restâmes là, face à face, ne sachant que dire. Tant d'années de silence, tant de non-dits entre nous. Par où commencer? Ce fut finalement Chloé qui brisa la glace. « On peut inviter oncle Victor à dîner, s'il te plaît, papa. » Antoine hésita un instant, puis un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Qu'en dis-tu, Victor? Tu voudrais te joindre à nous pour le dîner ?» Je sentis mon cœur s'emballer. C'était une opportunité que je n'aurais jamais osé espérer. Une chance de renouer avec mon frère, de connaître ma nièce, de combler ce vide qui me rongeait depuis si longtemps. « J'en serais ravi, » répondis-je, surpris par l'émotion dans ma propre voix. Alors que nous quittions le parc ensemble, Chloé babillant joyeusement entre nous deux, je réalisais que ma vie venait de prendre un tournant inattendu. Cette rencontre fortuite allait tout changer, j'en étais certain. Et pour la première fois depuis des années, je sentis une étincelle d'espoir s'allumer en moi. Le chemin vers l'appartement d'Antoine fut à la fois court et interminable. Chloé menait la conversation, nous bombardant de questions et de commentaires, créant un pont entre deux frères qui avaient oublié comment se parler. J'observais Antoine du coin de l'œil.
notant les changements subtils que les années avaient apportés à son visage. Il semblait fatigué, mais ses yeux brillaient d'une tendresse indéniable chaque fois qu'il regardait sa fille. Arrivé devant un immeuble modeste du 19e arrondissement, Antoine s'arrêta. « C'est ici », dit-il avec une pointe de gêne dans la voix. Je compris immédiatement qu'il comparait mentalement son logement à ce qu'il imaginait être le mien. « C'est charmant », dis-je sincèrement, essayant de le mettre à l'aise. Nous montâmes les escaliers jusqu'au 3e étage. L'appartement était petit, mais chaleureux, rempli de photos et de dessins d'enfants. C'était un véritable foyer, contrairement à mon penthouse impersonnel. « Fais comme chez toi », murmura Antoine en me guidant vers le salon. « Je vais préparer quelque chose à manger. » Je m'assis sur le canapé, mal à l'aise, ne sachant comment me comporter dans cet environnement familial qui m'était si étranger. Chloé, elle, semblait déterminée à ne pas me laisser dans mon coin. « Tu veux voir mes dessins, oncle Victor ?» demanda-t-elle en grimpant à côté de moi. « Bien sûr », répondis-je, reconnaissant pour cette distraction. Pendant que Chloé me montrait fièrement ses créations, j'entendais Antoine s'affairer dans la cuisine. Le bruit des casseroles et l'odeur de la nourriture qui commençait à se répandre dans l'appartement créaient une atmosphère étrangement réconfortante. Finalement, Antoine nous appela pour le dîner. La table était mise simplement, mais avec soin. Je remarquai qu'il avait sorti ses meilleures assiettes. Je reconnus le service que notre mère lui avait offert des années auparavant. Le repas commença dans un silence gêné, ponctué seulement par les commentaires enthousiastes de Chloé. Puis, petit à petit, la conversation se dénoua. Nous parlâmes de choses simples d'abord, le travail, la météo, l'école de Chloé, mais je sentais que nous dansions autour des vraies questions, celles qui nous séparaient depuis si longtemps. « Alors, dis-je finalement, rassemblant mon courage, tu as une fille. C'est inattendu. » Antoine hocha la tête, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. « Oui, Chloé est ma petite merveille. Elle a beaucoup aidé après le départ de Sarah. »« Sarah ?» répétai-je confus. « Ma femme, » expliqua Antoine doucement. « Elle nous a quittés il y a 3 ans. » Je sentis mon cœur se serrer. Mon frère avait traversé le deuil et je n'en avais rien su. « Je suis désolé, Antoine, j'aurais dû être là. » Il haussa les épaules, mais je vis la douleur dans ses yeux. C'est du passé maintenant. Nous nous en sommes sortis, Chloé et moi. Je regardais ma nièce qui écoutait notre conversation avec de grands yeux curieux. Elle semblait si jeune, si innocente. Comment avait-elle pu traverser une telle épreuve? « Et toi, Victor ?» demanda soudain Antoine. « Ta vie, elle ressemble à quoi ?» Je réalisais alors à quel point ma réussite professionnelle semblait creuse face à la vie de mon frère. « Je travaille beaucoup, » dis-je maladroitement. « L'entreprise se porte bien, mais... » « Mais » insista gentiment Antoine. « Mais je me rends compte que j'ai peut-être négligé l'essentiel, admis-je, surpris par ma propre honnêteté. » Un silence s'installa, chargé de non-dits et de regrets. Puis Chloé, avec l'innocence de l'enfance, le brisa. « Est-ce que ça veut dire qu'on va se voir plus souvent maintenant ?» Antoine et moi échangeâmes un regard. Je vis dans ses yeux la même envie que je ressentais, celle de réparer ce qui avait été brisé, de reconstruire notre relation. « J'aimerais beaucoup ça, » dis-je doucement. « Si ton papa est d'accord, bien sûr. » Antoine sourit, un vrai sourire cette fois. « Je pense que c'est une excellente idée. » Le reste de la soirée passa comme dans un rêve. Nous parlâmes de tout et de rien, rattrapant des années de silence. Quand vint le moment de partir, je me sentais à la fois épuisé et étrangement léger. Sur le pas de la porte, Antoine me serra maladroitement dans ses bras. « Ne sois pas un étranger, d'accord ?» murmura-t-il. Je hochai la tête, la gorge nouée par l'émotion. Chloé, elle, n'eut aucune hésitation et se jeta dans mes bras pour un câlin d'au revoir. En descendant les escaliers, je réalisais que pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de voir ce que le lendemain me réserverait. Cette rencontre inattendue avait ouvert une porte que je croyais fermée à jamais, et j'étais déterminé à la garder grande ouverte. Le chemin du retour vers mon appartement me sembla différent ce soir-là. Les rues de Paris, d'habitude si familières, semblaient chargées de nouvelles possibilités. Je repensais à Chloé, à son sourire innocent et à sa joie contagieuse. Je pensais à Antoine, à la force tranquille qu'il dégageait malgré les épreuves qu'il avait traversées. Et je pensais à moi-même, à l'homme que j'étais devenu et à celui que je voulais être désormais. En arrivant chez moi,
Je fus frappé par le contraste entre mon luxueux appartement et le foyer chaleureux d'Antoine. Mes yeux se posèrent sur les objets coûteux qui m'entouraient, et pour la première fois, je me demandais s'ils avaient vraiment de la valeur. Qu'avais-je gagné, finalement, en échange de toutes ces années consacrées exclusivement à ma carrière? Cette nuit-là, je dormis peu, mon esprit bouillonnant de souvenirs et de possibilités. Au petit matin, je pris une décision. Je ne laisserai pas cette chance de renouer avec ma famille m'échapper. Il était temps de réévaluer mes priorités, de redéfinir ce qui comptait vraiment dans ma vie. Avec le lever du soleil, je sentis un nouvel espoir naître en moi. Cette rencontre fortuite dans le parc n'était pas une fin, mais un commencement. Le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où la famille, l'amour et les vraies connexions humaines prendraient enfin la place qu'ils méritaient. Les jours qui suivirent cette rencontre inattendue furent marqués par une étrange dualité dans ma vie. D'un côté, il y avait le monde familier de mon entreprise, avec ses réunions interminables et ses enjeux financiers. De l'autre, il y avait cette nouvelle réalité, celle d'un homme redécouvrant sa famille, tentant maladroitement de renouer des liens depuis longtemps rompus. Je me surpris à penser constamment à Antoine et Chloé. Leurs visages apparaissaient dans mon esprit aux moments les plus inattendus, me distrayant de mes tâches habituelles. Mes collaborateurs remarquèrent ce changement, certains osant même me demander si tout allait bien. Je les rassurais d'un sourire, ne sachant pas vraiment comment expliquer ce qui se passait en moi. Une semaine après notre dîner, je pris mon courage à deux mains et appelai Antoine. Sa voix, lorsqu'il décrocha, me parut à la fois familière et étrangère. « Feu Victor » dit-il, semblant surpris de m'entendre. « Bonjour Antoine » répondis-je, soudain nerveux. « Je me demandais si vous accepteriez, Chloé et toi, de venir passer le week-end chez moi. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, si long que je crus un instant que la communication avait été coupée. « Ce serait avec plaisir » finit-il par dire, et je sentis le soulagement m'envahir. Le samedi suivant, j'attendais leur arrivée avec une impatience que je ne me connaissais pas. J'avais passé la semaine à préparer leur venue, transformant ma chambre d'amis en une chambre d'enfant pour Chloé, remplissant mon réfrigérateur habituellement vide et même achetant quelques jeux de société, une première pour moi. Lorsque la sonnette retentit, mon cœur fit un bond. J'ouvris la porte pour trouver Antoine et Chloé, tous deux semblant légèrement mal à l'aise. « Bienvenue », dis-je, essayant de paraître plus décontracté que je ne l'étais réellement. Chloé fut la première à briser la glace. « Waouh, c'est immense ici !» s'exclama-t-elle en entrant dans l'appartement, ses yeux s'écarquillant devant la vue panoramique sur Paris. Antoine suivit sa fille, son regard balayant l'espace avec un mélange d'admiration et de gêne. Je réalisai soudain à quel point nos vies étaient différentes, et je me sentis étrangement honteux de mon opulence. « C'est impressionnant », murmura Antoine. « Ce n'est qu'un appartement, dis-je, essayant de minimiser. « Venez, je vais vous faire visiter. » Je les guidai à travers les différentes pièces, terminant par la chambre que j'avais préparée pour Chloé. Ses yeux s'illuminèrent en voyant les jouets et les livres que j'avais achetés. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. J'acquiesçai, touché par sa réaction. « J'espère que ça te plaira. » Antoine me regarda, une expression indéchiffrable sur le visage. « Tu n'aurais pas dû te donner tant de mal, Victor. »« Ce n'est rien, » répondis-je. « Je voulais que vous vous sentiez chez vous. » Le reste de la journée passa dans une atmosphère étrange, mélange de moments de complicité et de silence gêné. Nous jouâmes à des jeux de société, Chloé riant aux éclats, tandis qu'Antoine et moi réapprenions à être à l'aise l'un avec l'autre. Le soir venu, après avoir mis Chloé au lit, Antoine et moi nous retrouvâmes sur la terrasse, 2 verres de vin à la main. La ville scintillait sous nos pieds, sa beauté contrastant avec la tension qui persistait entre nous. « Alors » commença Antoine, brisant le silence. « Qu'est-ce qui t'a poussé à nous inviter ?» Je pris une profonde inspiration. « Je suppose que j'ai réalisé combien j'avais manqué dans vos vies. Dans ta vie, Antoine. Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu en avais besoin. » Antoine but une gorgée de vin, son regard perdu dans le lointain. « Tu sais, pendant longtemps, j'ai été en colère contre toi. Je pensais que tu nous avais abandonnés, que ta carrière était plus importante que ta famille. » Ces mots me blessèrent, mais je savais qu'ils étaient justifiés. « Tu avais raison, admis-je. J'étais tellement concentré sur ma réussite que j'en ai oublié l'essentiel. »« Et maintenant ?» demanda-t-il, me regardant enfin dans les yeux. « Maintenant, je veux rattraper le temps perdu. »« Si tu es d'accord, bien sûr. » Antoine resta silencieux un moment,
Puis un petit sourire apparut sur ses lèvres. Je pense que Chloé serait ravie d'avoir son oncle dans sa vie, et moi aussi d'ailleurs. Ces mots me réchauffèrent le cœur plus que je ne l'aurais imaginé. Merci Antoine. Je te promets de faire de mon mieux. Nous passâmes le reste de la soirée à parler, vraiment parler, pour la première fois depuis des années. Antoine me raconta sa vie, son mariage avec Sarah, la naissance de Chloé, puis la maladie qui avait emporté sa femme. Je l'écoutais, le cœur serré, réalisant tout ce que j'avais manqué. « Comment as-tu fait face à tout ça ?» demandai-je, admiratif de sa force. Antoine haussa les épaules. Je n'avais pas le choix. Chloé avait besoin de moi. Je repensais à ma propre vie, si vide de véritables défis personnels. « Tu es un homme courageux, Antoine. Plus que je ne le serai jamais. » Il secoua la tête. « Ne dis pas ça, Victor. Nous avons simplement pris des chemins différents. L'important, c'est que nous soyons là maintenant. » Le lendemain matin, je fus réveillé par le son de rire provenant de la cuisine. Je trouvais Antoine et Chloé en train de préparer le petit déjeuner, de la farine partout sur le comptoir et sur leur visage. « On fait des pancakes », annonça fièrement Chloé en me voyant. Je restai un moment sur le seuil, observant cette scène de bonheur domestique qui m'était si étrangère. Puis, à ma propre surprise, je me joignis à eux, laissant Chloé me guider dans l'art de retourner parfaitement un pancake. Ce moment simple, entouré de rires et d'odeurs de cuisine, me fit réaliser à quel point ma vie avait été vide jusqu'alors. Je compris que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres sur un compte en banque, mais en moments comme celui-ci. Alors que le week-end touchait à sa fin, je sentis une tristesse m'envahir à l'idée de les voir partir. Chloé me fit promettre de venir les voir bientôt, et Antoine m'assura que ma place était toujours à leur table. Sur le pas de la porte, Antoine me serra dans ses bras, un geste qui me surprit par sa spontanéité et sa chaleur. « Merci, Victor », dit-il simplement. Après leur départ, je restai un long moment à contempler la ville par la fenêtre. Mon appartement, autrefois symbole de ma réussite, me semblait maintenant trop grand, trop vide. Je réalisais que quelque chose avait changé en moi durant ce week-end. Une graine avait été plantée, une graine de changement, d'espoir. Je savais que le chemin vers une vraie réconciliation serait long et probablement semé d'embûches. Il y aurait des moments difficiles, des vieilles blessures à panser, des habitudes à changer. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à relever ce défi. Cette nuit-là, en me couchant, je pris une décision. J'allais faire des changements dans ma vie, des changements qui me permettraient d'être plus présent pour Antoine et Chloé. Je ne savais pas encore exactement comment j'allais m'y prendre, mais j'étais déterminé à essayer. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, je regardais mon agenda surchargé d'un œil nouveau. Il était temps de réévaluer mes priorités, de trouver un équilibre entre ma carrière et ma famille nouvellement redécouverte. Je savais que ce ne serait pas facile. Des années de comportements ancrés ne se changent pas du jour au lendemain. Mais chaque voyage commence par un premier pas, et ce week-end avait été le mien. Alors que je m'asseyais à mon bureau, je sortis mon téléphone et envoyai un message à Antoine. « Merci pour ce week-end. Que dirais-tu d'un dîner la semaine prochaine? C'est moi qui cuisine cette fois. » Sa réponse ne tarda pas. « Avec plaisir. Prépare-toi à recevoir des conseils culinaires de la part de Chloé. » Je souris en lisant ces mots, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte que la journée de travail se termine, non pas pour me plonger dans de nouveaux dossiers, mais pour planifier ma prochaine rencontre avec ma famille. Le chemin vers la réconciliation et le changement venaient de commencer. Et malgré les défis qui m'attendaient, je me sentais plus vivant que jamais. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de changements. Je m'efforçais de tenir ma promesse, jonglant entre mes responsabilités professionnelles et mon désir croissant de passer du temps avec Antoine et Chloé. Chaque rencontre était un mélange de joie et d'appréhension, comme si nous marchions sur un fil tendu entre notre passé douloureux et l'espoir d'un avenir meilleur. Un soir, alors que nous dînions tous les trois dans un petit restaurant du quartier d'Antoine, Chloé posa une question qui me prit au dépourvu. « Oncle Victor, pourquoi tu n'étais pas là avant ?» Je sentis le regard d'Antoine peser sur moi, attendant ma réponse avec autant d'intérêt que sa fille. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « C'est compliqué, Chloé, » commençai-je. Parfois, les adultes font des erreurs. J'ai passé tellement de temps à travailler que j'ai oublié ce qui était vraiment important. « Comme la famille ?» demanda-t-elle innocemment. « Exactement,
acquiesçai-je, la gorge serrée. Mais je veux changer ça maintenant. Antoine intervint doucement. On fait tous des erreurs, ma puce. L'important, c'est d'essayer de les corriger. Je lui lançai un regard reconnaissant, touché par son soutien inattendu. Mais je savais que derrière ces mots se cachaient des années de ressentiment et de questions non résolues. Cette conversation fut le catalyseur d'une discussion plus profonde entre Antoine et moi. Une fois Chloé couchée, nous nous retrouvâmes sur le balcon de son petit appartement, une bouteille de vin entre nous. « Tu sais, » commença Antoine, « pendant des années, j'ai imaginé ce que je te dirais si je te revoyais. J'avais préparé tout un discours, plein de reproches et de colère. Je hochai la tête, prêt à encaisser ce que j'avais longtemps mérité. « Je comprends. » Il m'interrompit d'un geste. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est que maintenant que tu es là, je réalise que cette colère ne sert à rien. Elle ne changera pas le passé. » Ces mots me laissèrent sans voix. Je m'étais attendu à des récriminations, pas à cette offre de paix. Mais, continua-t-il, cela ne veut pas dire que tout est oublié. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons affronter, toi et moi. Je suis prêt à faire face, assurai-je. Je veux vraiment arranger les choses entre nous, Antoine. Il me regarda longuement avant de répondre. D'accord, alors commençons par être honnêtes l'un envers l'autre. Pourquoi es-tu vraiment parti, Victor? Pourquoi as-tu coupé tous les ponts avec nous? La question que je redoutais depuis si longtemps était enfin posée. Je pris une grande gorgée de vin, cherchant le courage de dire la vérité. J'avais peur, admis-je finalement. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec. Après la mort de nos parents, je me suis senti responsable de tout, de toi, de notre avenir. J'ai pensé que si je réussissais, si je gagnais assez d'argent, je pourrais nous protéger de tout. Antoine écoutait attentivement, son visage ne trahissant aucune émotion. Mais plus je travaillais, plus je m'éloignais. Et plus je m'éloignais, plus il devenait difficile de revenir. J'avais honte, Antoine. Honte d'avoir échoué en tant que frère, même si je réussissais dans les affaires. Un long silence suivit ma confession. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans l'esprit d'Antoine alors qu'il assimilait mes paroles. « Tu sais, » dit-il enfin, « pendant toutes ces années, je n'ai jamais eu besoin de ton argent ou de ta réussite. J'avais juste besoin de mon frère. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing, me faisant réaliser à quel point j'avais mal interprété mes responsabilités envers lui. « Je suis désolé, » murmurai-je, les larmes aux yeux. « Si je pouvais revenir en arrière... » « On ne peut pas changer le passé, Victor, » dit Antoine doucement, « mais on peut construire un meilleur avenir. Pour nous, pour Chloé. » Cette conversation marqua un tournant dans notre relation. Les jours suivants, je me surpris à repenser souvent à nos échanges, réalisant à quel point j'avais mal compris ce que signifiait être une famille. Au bureau, je commençais à déléguer davantage, à raccourcir mes journées de travail. Mes collègues remarquèrent le changement, certains s'inquiétant même de ma santé. « Tout va bien, monsieur Durand ?» me demanda ma secrétaire un jour. « Mieux que jamais, Marie, » répondis-je avec un sourire. « Je réaligne simplement mes priorités. » Un samedi après-midi, alors que je jouais au parc avec Chloé, Antoine m'observant depuis un banc, je fus frappé par une réalisation. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment heureux. Pas le genre de satisfaction fugace que m'apportait la conclusion d'un bon contrat, mais un bonheur profond, ancré dans quelque chose de plus grand que moi. Cependant, ce bonheur nouvellement découvert n'était pas sans défi. Plus je passais de temps avec Antoine et Chloé, plus je réalisais tout ce que j'avais manqué. Les anniversaires, les premiers pas de Chloé, les moments difficiles qu'Antoine avait traversés seul. Chaque nouvelle découverte était à la fois une joie et une piqûre de remords. Un soir, alors que je raccompagnais Chloé après une sortie au cinéma, elle me posa une question qui me laissa sans voix. « Oncle Victor, est-ce que tu vas rester cette fois ?» Je m'arrêtai net, surpris par la perspicacité de cette petite fille de 8 ans. « Que veux-tu dire, Chloé ?» Elle haussa les épaules, soudain timide. « Papa dit que parfois les gens partent même s'ils nous aiment. Je ne veux pas que tu partes encore. » Je m'agenouillai pour être à sa hauteur, sentant mon cœur se serrer. « Chloé, je te promets que je ne partirai plus. Je serai toujours là pour toi et ton papa, d'accord ?» Elle hocha la tête, un petit sourire aux lèvres, et me serra dans ses bras. Ce geste simple, cette confiance qu'elle plaçait en moi, me fit réaliser l'ampleur de ma responsabilité. Ce n'était pas seulement ma relation avec Antoine que je reconstruisais, mais aussi un lien précieux avec cette petite fille qui m'avait accepté si facilement dans sa vie.
Cette promesse faite à Chloé devint mon ancre dans les moments difficiles, car malgré nos progrès, il y avait encore des moments de tension entre Antoine et moi. Des malentendus, des vieilles habitudes qui refaisaient en surface, des attentes non exprimées qui menaient à des déceptions. Un jour, une dispute éclata à propos de l'éducation de Chloé. J'avais suggéré de l'inscrire dans une école privée réputée, pensant bien faire. Antoine avait mal pris ma suggestion, y voyant une critique de ses choix parentaux. « Je n'ai pas besoin de ta charité, Victor », avait-il crié. « Je suis parfaitement capable de m'occuper de ma fille. » Ces mots m'avaient blessé, ravivant mes vieilles insécurités. « Ce n'est pas de la charité, Antoine. Je veux juste aider. » « Aider ? Où étais-tu quand j'avais vraiment besoin d'aide ? Quand Sarah est morte et que je me suis retrouvé seul avec un bébé ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Nous nous regardâmes, tous deux choqués par l'explosion de ces émotions longtemps réprimées. « Je suis désolé, » murmurai-je finalement. « Tu as raison, j'aurais dû être là. » Antoine soupira, la colère quittant son visage. « Non, c'est moi qui suis désolé. Je sais que tu essaies de bien faire. C'est juste... Parfois, c'est difficile d'oublier le passé. » Cette dispute nous fit réaliser que nous avions encore beaucoup de chemin à parcourir, mais au lieu de nous décourager, cela renforça notre détermination à travailler sur notre relation. Nous commençâmes à voir un thérapeute familial, Antoine et moi, pour nous aider à naviguer dans ces eaux troubles de la réconciliation. Ces séances étaient souvent difficiles, mettant à nu des blessures que nous pensions cicatriser, mais elles nous aidaient aussi à mieux nous comprendre, à communiquer plus efficacement. Petit à petit, nous apprenions à être frères à nouveau. Pas les frères que nous étions autrefois, mais de nouveaux hommes, façonnés par nos expériences, nos erreurs et notre désir de faire mieux. Un soir, après une séance particulièrement éprouvante, Antoine me proposa d'aller boire un verre. Assis dans un petit bar, loin de nos vies habituelles, nous nous retrouvâmes à parler de notre enfance, de nos parents, de nos rêves d'alors. « Tu te souviens de ce que papa disait toujours ?» demanda Antoine avec un sourire nostalgique. « Les frères Durand contre le monde » répondis-je, sentant une vague d'émotion monter en moi. Antoine leva son verre. « Aux frères Durand ». Je trinquai avec lui, réalisant que malgré toutes nos erreurs, tous nos détours, nous étions enfin sur la voie de redevenir ces frères unis dont notre père était si fier. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me sentis plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le chemin de la réconciliation était difficile, semé d'embûches et de moments douloureux. Mais chaque pas en avant, chaque obstacle surmonté nous rapprochait un peu plus. Je savais que nous avions encore beaucoup de travail à faire, Antoine et moi. Des années de séparation ne s'effacent pas en quelques mois. Mais pour la première fois, j'avais confiance en l'avenir. Confiance en notre capacité à reconstruire notre famille, à créer quelque chose de nouveau et de beau à partir des ruines de notre passé. Alors que je me préparais à dormir, mon téléphone vibra. C'était un message d'Antoine. « Merci d'être revenu, grand frère. » Ces simples mots firent monter les larmes à mes yeux. Oui, le chemin serait long et parfois difficile. Mais nous étions ensemble maintenant, et c'était tout ce qui comptait. Les mois passèrent, et je sentais que ma vie prenait une nouvelle direction. Mes priorités changeaient, tout comme ma perception du monde qui m'entourait. Le bureau, autrefois mon univers tout entier, n'était plus qu'une partie de ma vie. Une partie importante, certes, mais qui ne définissait plus qui j'étais. Un matin, alors que je me préparais pour une réunion importante, je reçus un appel d'Antoine. « Victor, je suis désolé de te déranger, mais Chloé est malade. L'école vient d'appeler et je suis coincé au travail. Est-ce que tu pourrais... » Je n'hésitais pas une seconde. « J'y vais tout de suite. » « Ne t'inquiète pas. » En raccrochant, je réalisais que je venais d'annuler une réunion cruciale sans même y penser. Le Victor d'il y a quelques mois aurait été horrifié par une telle décision. Mais aujourd'hui, cela me semblait naturel. Je trouvais Chloé à l'infirmerie de son école, pâle et fiévreuse. En me voyant, ses yeux s'illuminèrent légèrement. « Oncle Victor, » murmura-t-elle faiblement, « tu es venu. »« Bien sûr que je suis venu, ma puce, » répondis-je en la prenant dans mes bras. « Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. » Sur le chemin du retour, Chloé lovait contre moi sur la banquette arrière du taxi. Je réalisais à quel point ma vie avait changé. Il y a encore peu, je n'aurais jamais imaginé quitter le bureau en pleine journée pour m'occuper d'une enfant malade. Une fois chez Antoine, je m'occupais de Chloé comme si j'avais fait ça toute ma vie. Je lui préparais une soupe, en suivant scrupuleusement une recette trouvée sur Internet.
vérifiait sa température régulièrement et restait à son chevet, lui lisant des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand Antoine rentra enfin du travail, il me trouva assis sur le canapé, Chloé endormie sur mes genoux. « Merci Victor, dit-il doucement. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi aujourd'hui. » Je souris, réalisant que pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment utile, vraiment nécessaire. Pas pour mes compétences en affaires ou mon compte en banque, mais simplement pour qui j'étais. Cette journée marqua un tournant dans ma vie. Je commençais à réévaluer sérieusement mes priorités. Mon travail, qui avait été le centre de mon existence pendant si longtemps, commençait à perdre de son importance face à ces moments précieux avec ma famille. Un soir, alors que nous dînions tous les trois, Chloé nous surprit avec une annonce. « J'ai décidé ce que je voulais faire plus tard », déclara-t-elle fièrement. Antoine et moi échangeâmes un regard amusé. « Ah oui ?» demanda Antoine. « Et que veux-tu faire ?»« Je veux aider les gens », répondit-elle avec conviction. « Comme oncle Victor aide les gens au centre communautaire. » Je restais bouche bée. Le centre communautaire était un projet que j'avais commencé récemment, presque sur un coup de tête. C'était un petit établissement dans un quartier défavorisé, où nous offrions des cours du soir et de l'aide aux devoirs. Je n'y allais que quelques heures par semaine. Mais apparemment, cela avait fait une forte impression sur Chloé. « C'est une belle ambition, ma chérie », dit Antoine en souriant. Je regardais cette petite fille, si déterminée, si pleine d'espoir, et je sentis quelque chose remuer en moi. Une idée commençait à germer dans mon esprit, une idée qui allait changer le cours de ma vie. Les jours suivants, je passais de longues heures à réfléchir, à faire des recherches, à peser le pour et le contre. Finalement, je pris ma décision. Un soir, j'invitai Antoine à dîner. Une fois que nous fûmes installés, je pris une profonde inspiration. « Antoine, j'ai quelque chose à te dire, commençai-je. J'ai décidé de quitter mon poste à l'entreprise. » Il me regarda, stupéfait. « Quoi ? Mais pourquoi ? » « Je veux me consacrer entièrement au centre communautaire, expliquai-je. Je veux l'agrandir, en faire quelque chose de vraiment important. Antoine resta silencieux un moment, digérant l'information. « C'est un grand changement, Victor. Tu es sûr de toi ?» Je hochai la tête. Plus que je ne l'ai jamais été. Ces derniers mois m'ont fait réaliser ce qui était vraiment important dans la vie. Je veux faire quelque chose qui ait du sens, quelque chose dont Chloé puisse être fière. Un lent sourire se dessina sur le visage d'Antoine. « Tu sais quoi ? Je pense que c'est une excellente idée. Et si tu as besoin d'aide, je serai là. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Je passais mes journées à planifier l'expansion du centre, à rencontrer des partenaires potentiels, à élaborer de nouveaux programmes. Le soir, je partageais mes progrès avec Antoine et Chloé, leurs encouragements et leurs idées alimentant mon enthousiasme. Un jour, alors que je visitais un bâtiment abandonné que je pensais acquérir pour le centre, je fis une découverte surprenante. Dans un vieux placard, je trouvai une boîte poussiéreuse remplie de photos anciennes. En les examinant de plus près, je réalisais qu'elles montraient le quartier tel qu'il était des décennies auparavant. Intrigué, je commençai à faire des recherches sur l'histoire du quartier. Ce que je découvris me laissa sans voix. Il s'avérait que ce quartier, aujourd'hui l'un des plus défavorisés de la ville, avait autrefois été un centre culturel dynamique. Et le plus surprenant était que notre mère y avait grandi. Cette découverte donna une nouvelle dimension à mon projet. Ce n'était plus seulement une façon de donner un sens à ma vie. C'était aussi un moyen de renouer avec mes racines, de rendre hommage à l'héritage de notre famille. Quand je partageais cette information avec Antoine, je vis ses yeux s'illuminer. « Tu te rends compte, Victor ?» dit-il, ému. « C'est comme si maman nous guidait, même après toutes ces années. » Cette nuit-là, assis dans mon appartement, je repensais au chemin parcouru. Il y a quelques mois à peine, j'étais un homme d'affaires solitaire et déconnecté. Aujourd'hui, j'étais sur le point de commencer une nouvelle carrière, entouré de ma famille retrouvée, travaillant à un projet qui avait un sens profond. Le lendemain matin, je me rendis au bureau pour la dernière fois en tant que PDG. Alors que je rassemblais mes affaires, je tombais sur une vieille photo de moi lors de ma première journée dans l'entreprise. J'étais jeune, ambitieux, convaincu que le succès se mesurait en chiffres sur un compte en banque. Je souris à ce jeune homme, souhaitant pouvoir lui dire que le vrai succès, la vraie richesse se trouvait ailleurs, dans les rires partagés avec sa famille, dans les yeux brillants d'une petite fille fière de son oncle, dans la satisfaction de faire une réelle différence dans la vie des gens. En quittant le bureau, je ne ressentis pas la tristesse ou le regret auquel je m'étais attendu.
À la place, j'étais rempli d'un sentiment d'excitation et d'anticipation. J'avais l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle aventure, une aventure que je partagerais avec les personnes qui comptaient le plus pour moi. Sur le chemin du retour, je m'arrêtais au centre communautaire. Les bénévoles étaient déjà au travail préparant les activités de la journée. En me voyant, ils m'accueillirent chaleureusement. Leur sourire, leur enthousiasme me confirmèrent que j'avais fait le bon choix. Je passais le reste de la journée à travailler sur les plans d'expansion du centre. Alors que le soleil se couchait, je reçus un message d'Antoine. « Chloé veut savoir si tu viens dîner ce soir. Elle dit qu'elle a une surprise pour toi. » Je souris, réalisant que j'avais hâte de les retrouver. C'était une sensation nouvelle pour moi, cette impatience de rentrer à la maison, de retrouver ma famille. En arrivant chez Antoine, je fus accueilli par l'odeur délicieuse de la cuisine et les rires de Chloé. Antoine m'ouvrit la porte avec un sourire complice. « Prépare-toi », me dit-il à voix basse. Chloé a passé toute l'après-midi à préparer sa surprise. Dès que j'entrai dans le salon, Chloé se précipita vers moi, brandissant fièrement un grand dessin coloré. « Regarde, oncle Victor !» s'exclama-t-elle. « C'est nous, au centre communautaire. » Le dessin montrait 3 figures souriantes, clairement Antoine, Chloé et moi, entourés d'autres personnes devant un grand bâtiment. Au-dessus, en lettres maladroites mais pleines d'amour, elle avait écrit « Notre nouvelle famille ». Je sentis mon cœur se gonfler d'émotion. Cette petite fille, avec sa perspicacité enfantine, avait capturé exactement ce que je ressentais. Nous étions en train de construire une nouvelle famille, une famille qui s'étendait au-delà de nous trois, pour inclure toutes les personnes que nous aidions au centre. « C'est magnifique, Chloé », dis-je en la serrant dans mes bras. Je vais l'accrocher dans mon bureau au centre. Alors que nous nous asseyions pour dîner, je regardais Antoine et Chloé, sentant une vague de gratitude m'envahir. J'avais entrepris ce voyage pour me réconcilier avec mon frère, pour rattraper le temps perdu. Mais en cours de route, j'avais trouvé tellement plus. J'avais trouvé un but, une nouvelle famille et une version de moi-même dont je pouvais être fier. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je réalisais que pour la première fois de ma vie adulte, j'étais véritablement heureux. Pas du bonheur fugace que procure une réussite professionnelle, mais d'un bonheur profond et durable, enraciné dans l'amour, la famille et le sentiment d'appartenance. Je savais que le chemin à venir ne serait pas toujours facile. Il y aurait des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais j'étais prêt à les affronter, fort de l'amour de ma famille et de la conviction que je faisais enfin ce qui était juste. Alors que je me préparais à dormir, mon regard tomba sur le dessin de Chloé que j'avais ramené à la maison. Notre nouvelle famille. Ces mots résonnaient en moi, porteurs de promesses et d'espoir. Oui, pensai-je en souriant, c'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre que j'avais hâte d'écrire, aux côtés de ceux que j'aimais. Les mois qui suivirent ma décision de quitter l'entreprise pour me consacrer au centre communautaire furent à la fois exaltants et éprouvants. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires, qui me rappelaient pourquoi j'avais choisi cette voie. Le projet d'expansion du centre avançait, mais pas sans difficulté. Les démarches administratives s'avéraient plus complexes que prévu, et le financement était un défi constant. Il y avait des moments où je doutais, où la tâche semblait insurmontable. Dans ces moments-là, je repensais au dessin de Chloé, accroché dans mon nouveau bureau, et je retrouvais ma détermination. Un mardi matin, alors que je travaillais sur une demande de subvention particulièrement complexe, Antoine passa me voir au centre. Il avait l'air préoccupé. « Victor, il faut que je te parle de quelque chose, » dit-il en s'asseyant en face de moi. Mon cœur se serra. Avais-je fait quelque chose de mal? Était-il en colère contre moi? « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, essayant de cacher mon inquiétude. Antoine prit une profonde inspiration. « J'ai reçu une offre d'emploi. C'est une très bonne opportunité, mais c'est à Lyon. » Je sentis mon monde vaciller. Lyon? C'était à des heures de Paris. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous, pour notre famille nouvellement reconstruite? « Tu vas l'accepter ?» demandai-je, la gorge serrée. Antoine haussa les épaules. « Je ne sais pas. C'est une opportunité incroyable pour ma carrière, mais il n'y a pas que moi à considérer. Il y a Chloé et il y a toi. » Ces derniers mots me touchèrent profondément. Il y a quelques mois encore, Antoine n'aurait probablement pas hésité à accepter cette offre. Le fait qu'il me consulte, qu'il me considère dans sa décision, montrait à quel point notre relation avait évolué. « Antoine, »
dis-je doucement. Je ne veux pas être un obstacle à ton succès. Si c'est une bonne opportunité pour toi et Chloé, vous devriez la saisir. Il me regarda surpris. Mais, et le centre? Et tout ce que nous avons construit ici? Je souris, bien que mon cœur se serre à l'idée de les voir partir. Le centre continuera. Et ce que nous avons construit, ce n'est pas quelque chose qui peut être brisé par la distance. Nous sommes une famille, Antoine, peu importe où tu vis. Antoine resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Merci, Victor. Je vais y réfléchir. Mais sache que quelle que soit ma décision, tu fais partie de notre vie maintenant. Rien ne changera ça. Après le départ d'Antoine, je restais longtemps assis à mon bureau, perdu dans mes pensées. L'idée de les voir partir était douloureuse, mais je savais que je devais soutenir mon frère. C'était ce que signifiait être une famille. Les semaines suivantes furent remplies d'incertitudes. Antoine pesait le pour et le contre, discutait avec Chloé, explorait toutes les options. Je faisais de mon mieux pour rester positif, pour ne pas influencer sa décision, mais intérieurement, j'étais tourmenté. Pendant ce temps, le travail au centre continuait. Nous avions lancé un nouveau programme d'aide à l'emploi qui commençait à porter ses fruits. Chaque jour, je voyais des gens reprendre espoir, retrouver confiance en eux. C'était gratifiant, mais aussi épuisant. Un soir, alors que je rentrais tard du centre, épuisé après une longue journée, je trouvais Antoine qui m'attendait devant mon appartement. « J'ai pris ma décision », dit-il simplement. Mon cœur se mit à battre plus fort. C'était le moment de vérité. « Je reste à Paris », annonça-t-il. J'ai parlé à mon patron et il m'a offert une promotion ici. Ce ne sera pas aussi bien que le poste à Lyon, mais c'est ici que nous devons être. C'est ici qu'est notre famille. Je sentis un immense soulagement m'envahir, suivi d'une vague de culpabilité. « Antoine, tu n'as pas à sacrifier ta carrière pour moi. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas un sacrifice, Victor, c'est un choix. Un choix pour notre famille, pour Chloé, pour ce que nous construisons ensemble ici. » Cette nuit-là, nous restâmes longtemps à parler, à rire, à faire des projets. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment en paix. Les mois suivants furent une période de croissance intense, tant pour le centre que pour notre famille. Antoine s'impliqua de plus en plus dans le projet, apportant ses compétences en gestion et son réseau professionnel. Chloé devenait une habituée du centre, charmant tout le monde avec son enthousiasme et sa compassion. Un jour, alors que nous travaillions sur un nouveau programme de mentorat pour les jeunes du quartier, Antoine me surprit avec une suggestion. « Et si on impliquait mon entreprise ?» proposa-t-il. « Je suis sûr que beaucoup de mes collègues seraient intéressés par du bénévolat et ça pourrait ouvrir des portes pour les jeunes. » Cette idée se révéla être un tournant pour le centre. Non seulement elle apporta de nouveaux bénévoles et de nouvelles ressources, mais elle créa aussi des opportunités inespérées pour les jeunes que nous aidions. L'un de ces jeunes était Malik, un garçon brillant de 17 ans qui rêvait de devenir ingénieur mais n'avait pas les moyens de poursuivre ses études. Grâce au programme de mentorat, il obtint un stage dans l'entreprise d'Antoine, qui déboucha sur une bourse d'études. Le jour où Malik nous annonça qu'il avait été accepté dans une grande école d'ingénieurs, la joie dans ses yeux, la fierté dans ceux de ses parents, furent pour moi la confirmation que j'avais fait le bon choix en quittant mon ancien travail. Cependant, notre succès croissant attira aussi l'attention indésirable. Un jour, je reçus la visite d'un promoteur immobilier qui avait des vues sur le quartier. « Monsieur Durand, dit-il avec un sourire mielleux, votre travail ici est admirable, mais ne pensez-vous pas qu'il serait temps de moderniser un peu le quartier ?» Je compris immédiatement ce qu'il sous-entendait. Il voulait acheter les bâtiments, gentrifier le quartier, en chassant probablement les habitants actuels. « Je suis désolé, » répondis-je fermement. Mais ce n'est pas à vendre. Ce quartier a une histoire, une âme. Notre but est de le revitaliser, pas de le détruire. Le promoteur partit, visiblement mécontent, et je sus que ce n'était que le début d'une nouvelle bataille. Les semaines suivantes furent tendues. Des rumeurs circulaient dans le quartier, certains résidents craignant d'être expulsés. Nous organisâmes des réunions, expliquant notre vision, rassurant les gens. Antoine fut d'une aide précieuse, utilisant ses compétences en communication pour apaiser les craintes et rallier le soutien de la communauté. Ce fut Chloé qui eut l'idée qui changea la donne. Un soir, alors que nous discutions de la situation autour du dîner, elle demanda innocemment « Pourquoi on ne ferait pas une grande fête pour montrer à tout le monde comme le quartier est génial ?»
Antoine et moi nous regardâmes, stupéfaits par la simplicité et le génie de cette idée. C'est ainsi que naquit le premier festival du cœur du quartier. Pendant des semaines, nous travaillâmes d'arrache-pied pour organiser l'événement. Les habitants s'impliquèrent avec enthousiasme, chacun apportant ses talents et ses idées. Le jour du festival, le quartier se transforma. Les rues étaient décorées de guirlandes colorées. L'air était rempli de musique et de l'odeur de la nourriture. Il y avait des stands d'artisanat local, des spectacles de rue, des ateliers pour les enfants. L'histoire du quartier était mise à l'honneur, avec une exposition de vieilles photos et des témoignages d'anciens résidents. Le clou du festival fut un spectacle monté par les jeunes du centre, racontant l'histoire du quartier et sa renaissance. Quand le rideau tomba, il n'y avait pas un œil sec dans le public. Le festival fut un succès retentissant, attirant l'attention des médias et même de quelques politiciens locaux. Soudain, notre petit centre communautaire était sous les projecteurs, reconnu comme un modèle de revitalisation urbaine respectueuse des habitants. Ce soir-là, épuisés mais exaltés, Antoine, Chloé et moi nous assîmes sur un banc, regardant les derniers festivaliers rentrer chez eux. « On a réussi, hein ?» dit Chloé, sa voix pleine de fierté. Antoine passa un bras autour de ses épaules. « Oui, ma puce, on a réussi. » Je les regardais tous les deux, sentant mon cœur déborder de gratitude et d'amour. « Vous savez, dis-je doucement, il y a un an, je pensais avoir tout ce dont je pouvais rêver. Un travail prestigieux, de l'argent, du succès, mais je n'avais rien de tout ça. » Antoine me regarda, intrigué. « Que veux-tu dire ?» Je souris, les larmes aux yeux. Je n'avais pas de famille, je n'avais pas de but. Je n'avais pas ce sentiment d'appartenance, cette joie de faire une réelle différence dans la vie des gens. Maintenant, j'ai tout ça, grâce à vous deux. Chloé se blottit contre moi. « On t'aime, oncle Victor. » Ces simples mots, prononcés avec tant de sincérité, me touchèrent au plus profond de mon être. Je réalisais que malgré tous les défis, tous les obstacles que nous avions surmontés, et ceux qui nous attendaient encore, j'étais exactement là où je devais être. Alors que nous rentrions chez nous cette nuit-là, main dans la main, je savais que quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble, en tant que famille, en tant qu'équipe, et c'était tout ce qui comptait. Les mois qui suivirent la guérison d'Antoine furent une période de transition et de réflexion pour nous tous. La maladie avait laissé ses marques, non seulement physiquement sur Antoine, mais aussi émotionnellement sur chacun de nous. Nous avions été confrontés à notre propre mortalité, à la fragilité de la vie, et cela avait changé notre perspective sur beaucoup de choses. Un matin de printemps, alors que nous prenions le petit déjeuner tous ensemble chez Antoine, comme c'était devenu notre habitude le dimanche, Chloé nous surprit avec une annonce. « J'ai décidé ce que je veux faire plus tard », déclara-t-elle avec conviction. Antoine et moi échangeâmes un regard amusé. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait une telle déclaration. La dernière fois, elle voulait être astronaute vétérinaire. « Et que veux-tu faire, ma puce ?» demanda Antoine. « Je veux être médecin, » répondit-elle. « Comme ceux qui t'ont soigné, papa. Je veux aider les gens à guérir. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Je vis les yeux d'Antoine se remplir de larmes et je sentis ma propre gorge se serrer. « C'est un très beau projet, Chloé, » dis-je doucement. « Et je suis sûr que tu feras une excellente médecin. » Cette déclaration de Chloé fut comme un catalyseur. Elle nous rappela que malgré les épreuves que nous avions traversées, ou peut-être à cause d'elles, nous avions encore tant à offrir, tant à accomplir. Pour ma part, je commençais à réfléchir à l'avenir du centre communautaire. Nous avions accompli beaucoup, mais je sentais que nous pouvions faire plus. Je voulais étendre notre impact, toucher plus de vies. Un jour, alors que je partageais ces réflexions avec Antoine, il eut une idée qui allait changer le cours de nos vies une fois de plus. « Et si on ne se limitait pas à ce quartier ?» suggéra-t-il. « Pourquoi ne pas créer un réseau de centres communautaires à travers la ville, voire le pays ?» L'idée était audacieuse, presque intimidante dans son ampleur. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais son potentiel. Ce serait un énorme défi, dis-je pensif. Mais imagine l'impact que nous pourrions avoir. Antoine sourit. Depuis quand les défis nous font-ils peur, grand frère? Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Nous commençâmes à élaborer un plan pour étendre notre modèle à d'autres quartiers. Cela impliquait de trouver des financements, de former des partenariats, de naviguer dans des eaux administratives complexes. Mais nous étions déterminés. Chloé, fidèle à sa nouvelle vocation,
s'impliqua dans le projet à sa manière. Elle proposa d'inclure des programmes de santé préventive dans nos nouveaux centres, une idée que nous adoptâmes avec enthousiasme. Notre projet attira l'attention des médias locaux. Un jour, je fus invité à donner une interview à une chaîne de télévision régionale. Nerveux mais déterminé, je parlais de notre vision, de notre désir de créer des communautés plus fortes et plus solidaires. L'interview eut un impact inattendu. Dans les jours qui suivirent, nous fûmes inondés de messages de soutien, d'offres de bénévolat et même de propositions de partenariat de la part d'entreprises locales. Parmi ces messages, il y en eut un qui me toucha particulièrement. C'était un email d'un de mes anciens employés de l'entreprise que j'avais quitté. « Monsieur Durand », écrivait-il, « je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je travaillais dans votre équipe il y a quelques années. J'ai vu votre interview et je voulais vous dire à quel point votre travail m'a inspiré. J'ai toujours voulu faire quelque chose de significatif, mais je ne savais pas par où commencer. Votre exemple m'a montré que c'est possible de changer de vie, de faire une différence. Je me demandais si vous accepteriez que je vienne faire du bénévolat dans votre centre. Ce message me fit réaliser que notre impact allait bien au-delà de ce que nous pouvions voir directement. Nous étions en train de créer des ondulations qui se propageaient bien au-delà de notre petit cercle. Alors que notre projet d'expansion prenait forme, de nouveaux défis se présentèrent. L'un des plus importants fut de trouver un équilibre entre croissance et préservation de l'esprit, qui avait fait le succès de notre centre initial. Comment pouvons-nous nous assurer que chaque nouveau centre aura la même âme, le même engagement envers la communauté ? Demandai-je un soir à Antoine, alors que nous travaillions tard sur nos plans. Il réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense que la clé est dans les gens, Victor. Nous devons trouver des personnes qui partagent notre vision, notre passion. Et nous devons leur faire confiance pour adapter notre modèle à leur communauté spécifique. » Cette conversation nous amena à développer un programme de formation pour les futurs directeurs de centre. Nous voulions leur transmettre non seulement les compétences pratiques nécessaires, mais aussi les valeurs et la philosophie qui étaient au cœur de notre travail. Pendant ce temps, Chloé continuait à nous surprendre par sa maturité et son engagement. Elle avait commencé à organiser des séances d'aide aux devoirs pour les enfants plus jeunes du quartier, montrant une patience et une empathie remarquables. Un soir, alors que je la raccompagnais chez elle après une de ces séances, elle me dit quelque chose qui me fit réaliser à quel point elle avait grandi. « Tu sais, oncle Victor, dit-elle pensivement, avant je pensais que pour être heureux, il fallait avoir beaucoup d'argent et de choses. Mais maintenant, je comprends que le vrai bonheur, c'est d'aider les autres et d'être entouré des gens qu'on aime. » Je la regardais émue par la sagesse de ses paroles. « Tu as tout à fait raison, Chloé. Et je suis fière de toi pour avoir compris ça si jeune. » Elle sourit, puis ajouta « Je suis contente que tu sois revenu dans nos vies, oncle Victor. Tu nous as beaucoup apporté. » Ces mots me touchèrent profondément. Je réalisais que malgré tous les défis, toutes les difficultés que nous avions traversées, nous avions créé quelque chose de précieux. Pas seulement un centre communautaire ou un réseau d'entraide, mais une famille unie, forte et aimante. Le projet d'expansion continua à avancer avec ses hauts et ses bas. Il y eut des moments de doute, des obstacles qui semblaient insurmontables. Mais chaque fois que je me sentais découragé, je repensais au chemin parcouru, à tout ce que nous avions surmonté ensemble. Un jour, alors que nous visitions le site de ce qui allait devenir notre deuxième centre communautaire, Antoine s'arrêta soudain et regarda autour de lui avec un sourire nostalgique. « Tu te rends compte, Victor ?» dit-il. « Il y a 2 ans, nous étions pratiquement des étrangers. Et regarde-nous maintenant. » Je hochai la tête, sentant l'émotion me submerger. « Nous avons fait du chemin, petit frère. Et ce n'est que le début, » ajouta-t-il avec un clin d'œil. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je m'arrêtai un moment pour contempler la ville. Les lumières scintillaient dans l'obscurité, chacune représentant une vie, une histoire. Je pensais à toutes les personnes que nous avions aidées, à toutes celles que nous allions aider dans les années à venir. Je réalisais alors que ce que nous construisions était bien plus qu'un réseau de centres communautaires. Nous étions en train de tisser une toile de compassion, d'entraide et d'espoir à travers la ville. Et au cœur de cette toile se trouvait notre petite famille, plus forte et plus unie que jamais. L'avenir était plein de défis et d'incertitudes, mais pour la première fois de ma vie, je les accueillais avec impatience plutôt qu'avec crainte, car je savais que quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble, en famille. Alors que je me préparais à dormir cette nuit-là,
Je ressentis une profonde gratitude. Gratitude pour la seconde chance qui m'avait été donnée, pour la famille que j'avais retrouvée, et pour l'opportunité de faire une réelle différence dans le monde. Je m'endormis avec un sourire aux lèvres, impatient de voir ce que l'avenir nous réservait, à Antoine, à Chloé et à moi. Notre voyage était loin d'être terminé, mais chaque pas nous rapprochait un peu plus de la vie que nous voulions créer, pour nous et pour les autres. 20 ans s'étaient écoulés depuis cette rencontre fortuite dans le parc des Buttes-Chaumont. 20 ans de défis, de joie, de peine et de triomphes partagés. Alors que je me tenais devant la fenêtre de mon bureau au siège de notre fondation, je ne pouvais m'empêcher de sourire en repensant au chemin parcouru. Notre réseau de centres communautaires s'était étendu bien au-delà de nos rêves les plus fous. Ce qui avait commencé comme un petit projet dans un quartier défavorisé de Paris était devenu un mouvement national, touchant des vies dans des dizaines de villes à travers la France. Antoine, toujours à mes côtés, dirigeait maintenant la branche formation de notre organisation. Son expérience en entreprise, combinée à sa passion pour l'aide sociale, avait fait de lui un mentor exceptionnel pour la nouvelle génération de travailleurs sociaux et de gestionnaires de centres communautaires. Et Chloé, ma chère Chloé, elle avait tenu sa promesse d'enfant. Non seulement elle était devenue médecin, mais elle avait choisi de se spécialiser en médecine communautaire. Elle partageait son temps entre l'hôpital local et nos centres, où elle supervisait les programmes de santé préventive qu'elle avait elle-même initiés il y a des années. Un coup frappé à la porte me tira de mes réflexions. C'était Malik, ce jeune garçon que nous avions aidé il y a si longtemps à obtenir une bourse d'études. Aujourd'hui, il était l'un de nos directeurs régionaux les plus prometteurs. « Monsieur Durand », dit-il avec un sourire, « tout est prêt pour la cérémonie d'ouverture. » Je hochai la tête, sentant une vague d'émotion monter en moi. Aujourd'hui était un grand jour. Nous inaugurions notre 100e centre communautaire, dans ce même quartier où tout avait commencé. En descendant vers la salle de conférence, je croisai Antoine qui ajustait nerveusement sa cravate. « Prêt, petit frère ?» demandai-je en posant une main sur son épaule. Il sourit, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Aussi près qu'on peut l'être pour écrire l'histoire, je suppose. La salle était pleine à craquer. Des représentants de tous nos centres étaient venus, ainsi que des partenaires, des bénévoles, et même quelques personnalités politiques. Mais ce qui me touchait le plus, c'était de voir les visages familiers des gens du quartier, ceux qui avaient été avec nous depuis le début. Alors que je montais sur l'estrade pour prononcer mon discours, mon regard croisa celui de Chloé, assise au premier rang. Elle me fit un petit signe d'encouragement, et je sentis mon cœur se gonfler de fierté. Il y a 20 ans, commençai-je, j'étais un homme différent, un homme qui pensait que le succès se mesurait en chiffres sur un compte en banque, un homme qui avait oublié l'importance de la famille, de la communauté, de l'entraide. Je marquai une pause, balayant la salle du regard. Et puis un jour, une petite fille m'a reconnu sur une vieille photo. Ce simple moment a changé ma vie, et par extension, les vies de beaucoup d'entre vous ici présents. Je racontai alors notre histoire. Comment nous avions commencé avec un petit centre, comment nous avions surmonté les obstacles, comment chaque défi nous avait rendus plus forts. Je parlais de notre vision d'une société plus juste, plus solidaire, où personne ne serait laissé pour compte. Mais ce dont je suis le plus fier, conclus-je, ce n'est pas le nombre de centres que nous avons ouverts, ni même le nombre de vies que nous avons touchées. C'est le fait que nous avons créé une famille qui s'étend bien au-delà des liens du sang, une famille qui englobe chacun d'entre vous ici présents. Alors que les applaudissements résonnaient dans la salle, je vis Antoine se lever et me rejoindre sur l'estrade. Sans un mot, il me serra dans ses bras, et je sentis toutes ces années d'amour, de combat et de soutien mutuel dans cette étreinte. La cérémonie se poursuivit avec des témoignages émouvants de personnes dont les vies avaient été changées par notre travail. Chloé prit la parole pour présenter notre nouvelle initiative de santé communautaire, son enthousiasme et sa passion évidents pour tous. Plus tard dans la soirée, alors que la foule commençait à se disperser, je me retrouvai seul un moment avec Antoine et Chloé sur la terrasse du bâtiment. « Vous vous rendez compte ?» dit Chloé en regardant la ville illuminée. « Tout ça a commencé parce que j'ai reconnu oncle Victor sur une vieille photo. » Antoine rit doucement. « Le destin fonctionne de manière mystérieuse, n'est-ce pas ?» Je les regardais tous les deux, sentant mon cœur déborder d'amour et de gratitude. « Je ne remercierai jamais assez le hasard qui m'a ramené vers vous, » dis-je doucement.
Chloé se tourna vers moi, son visage sérieux. Ce n'était pas le hasard, oncle Victor. C'était le destin. Nous étions destinés à être une famille, à faire tout ça ensemble. Ces mots me touchèrent profondément. Je réalisais qu'elle avait raison. Toutes ces années, tous ces défis, toutes ces joies, tout cela faisait partie d'un plan plus grand que nous. Tu sais, dit Antoine après un moment de silence, je me demande parfois ce qui se serait passé si nous n'avions pas eu cette seconde chance. Si nous étions restés des étrangers. Je secouai la tête. Je préfère ne pas y penser. La vie que nous avons construite ensemble, le bien que nous avons fait, c'est tout ce qui compte. Chloé hocha la tête, puis son visage s'illumina soudain. J'ai une idée, dit-elle avec enthousiasme. Et si on créait un programme de mentorat familial pour aider d'autres familles à se reconnecter, à se reconstruire comme nous l'avons fait? Antoine et moi échangeâmes un regard. Même après toutes ces années, Chloé n'avait rien perdu de son enthousiasme et de sa compassion. C'est une excellente idée, approuvai-je. On pourrait l'appeler Projet Seconde Chance. J'aime ça, dit Antoine avec un sourire. Ça résume parfaitement notre histoire. Alors que nous continuions à discuter de cette nouvelle idée, je ne pus m'empêcher de penser à quel point nos vies avaient changé. Nous étions passés d'une famille brisée à une force motrice de changement positif dans la société. Plus tard, cette nuit-là, de retour chez moi, je sortis la vieille photo d'Antoine et moi, celle que Chloé avait reconnue il y a si longtemps. En la regardant, je fus frappé par la différence entre les jeunes hommes sur l'image et qui nous étions devenus. Nous avions vieilli, bien sûr. Des rides étaient apparues, nos cheveux avaient grisonné. Mais ce n'était pas le changement le plus important. Ce qui avait vraiment changé, c'était le regard dans nos yeux. Là où il y avait autrefois de l'ambition froide dans les miens et de la colère dans ceux d'Antoine, il y avait maintenant de la paix, de la sagesse, de l'amour. Je plaçai la photo sur ma table de chevet, à côté d'une photo plus récente de nous trois. Antoine, Chloé et moi, prise lors de l'ouverture de notre 50e centre. Le contraste entre les deux images racontait toute notre histoire. Alors que je me préparais à dormir, je repensais à tout ce que nous avions accompli. Nous avions changé des vies, reconstruit des communautés, donné de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Mais plus important encore, nous avions créé une famille. Une famille qui s'étendait bien au-delà de nous trois pour englober tous ceux que nous avions touchés au fil des ans. Je m'endormis ce soir-là avec un sentiment de profonde gratitude. Gratitude pour cette seconde chance qui m'avait été offerte, pour la famille que j'avais retrouvée, et pour l'opportunité de laisser un héritage dont je pouvais être fier. Notre voyage était loin d'être terminé. Avec le projet Seconde Chance, nous nous apprêtions à embarquer pour une nouvelle aventure. Mais cette fois-ci, nous y allions ensemble, forts de notre amour, de notre expérience et de notre détermination à faire une différence. Alors que le sommeil me gagnait, je souris en pensant à l'avenir. Qui sait quelles nouvelles opportunités, quels nouveaux défis nous attendaient? Une chose était sûre, quoi qu'il arrive, nous l'affronterions en famille. Car c'est ce que nous étions devenus, une famille unie par l'amour, renforcée par les épreuves, et déterminée à laisser le monde un peu meilleur que nous l'avions trouvé. Et c'était là, je le savais maintenant, la plus grande richesse de toutes,